Un client qui n'investit plus et dont les assurances sont réglées depuis belle lurette. On fait quoi avec ça? A-t-il encore besoin d'un conseiller en services financiers? On pourrait penser que le décaissement, c'est une période moins active pour un conseiller, mais c'est faux. Celui-ci doit veiller à ce que les 20 à 30 prochaines années de son client soient bien préparées, et c'est une énorme responsabilité. En studio avec moi, Martin Sirène, associé principal chez Normandin Beaudry. Curieusement, les gens, ils en utilisent pas assez de leur somme. Ils en utilisent juste une portion de ce qu'ils pourraient vraiment bénéficier. Et Nathalie Bachand, planificatrice financière et présidente du conseil d'Éduc-Épargne. C'est certain que si j'ai un compte de retraite immobilisé et un REER, je vais aller chercher mon compte de retraite immobilisé avant d'aller chercher mon REER parce que dans le CRI, je vais avoir une limite de retrait annuel. Je ne peux pas rester pris avec ça à la fin. Je m'appelle Élise Marquis. Bienvenue au balado Un bon conseil, le balado pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Martin Sirène, bonjour. Allô? Vous êtes actuaire et associé principal chez Normandin Beaudry. On va parler aujourd'hui de décaissement. Alors, quelle est votre expertise dans ce domaine? Mais on a travaillé pendant plusieurs années sur l'accumulation, puis maintenant, il y a tellement de gens qui arrivent à la retraite avec beaucoup d'épargne. Je dirais que depuis 5-10 ans, on a mis beaucoup d'efforts pour comprendre de plus en plus les stratégies qui sont les plus efficaces pour les participants. Et c'est devenu une belle expertise de mon côté. À partir de quand on doit commencer à parler de décaissement aux clients? Je dirais que au moins dans les 5 ans précédant la retraite, au moins pour commencer à se familiariser à des stratégies qui seraient possibles. Dans les 2 ans vraiment là précédant la retraite, mais là, il faudrait vraiment que le plan soit un petit peu plus clair pour bien comprendre comment que les sommes devraient être décaissées. Est-ce que ça devrait être les REER en premier? Est-ce que ça devrait être des sommes qui sont non enregistrées? Est-ce que le CELI, est-ce qu'on l'utilise tout de suite? On le garde pour des dépenses hautes? Fait qu'il faut vraiment, je dirais là, dans les 5 ans, pour répondre à ta question, là, ça serait probablement la meilleure stratégie. Alors, il n'y a pas une seule façon de faire ou une meilleure façon de faire. Ça dépend vraiment de chaque client. Ah, vraiment. Puis, il faut voir aussi, est-ce que les sommes d'argent sont toutes investies au même endroit? Est-ce que la personne a accumulé des sommes un peu partout? La consolidation est une super bonne stratégie parce que ça devient plus simple, beaucoup plus simple à gérer une fois rendu à la retraite, beaucoup plus simple de décaisser d'un seul endroit. Puis, en plus, on peut bénéficier de frais moins élevés. Quand on a toutes les sommes au même endroit, on peut bénéficier de frais moins élevés, ce qui est très avantageux pour le retraité. Martin, Retraite Québec suggère que les gens fassent la demande pour le régime de rente du Québec le plus tard possible. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie-là? Mais au niveau du début du versement de la rente du régime de rente du Québec, effectivement, auparavant, c'était curieux, mais Retraite Québec envoyait une communication aux futurs retraités quand il avait 59 ans, en lui disant « Savais-tu que tu pouvais recevoir ta rente du régime de rente du Québec à 60 ans? » Et ce qui arrivait dans la pratique, c'est qu'il y a plusieurs gens qui la demandaient, la rente, à partir de 60 ans, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils se faisaient dire qu'il fallait qu'ils apprennent à 60 ans. Ils ont changé leur fusil d'épaule et nous, on applaudit cette approche-là parce que dans les faits, pour une grande majorité de gens, c'est beaucoup plus avantageux d'attendre avant de recevoir la rente du régime de rente du Québec parce que la rente elle va être augmentée, indexée, puis en utilisant la stratégie avec les autres épargnes, mais ça devient très, très, très efficace d'agir de la sorte. Martin, quels sont les principaux risques lors du décaissement? Dans les faits, il y en a 5, nous autres, qu'on identifie. Le premier étant le risque de longévité, c'est-à-dire le risque de survivre à ses épargnes. Le risque de placement, parce qu'on doit encore faire des placements, donc on doit gérer ça correctement. Le risque d'inflation, bon, évidemment, on le vit beaucoup là depuis 1 an. Le risque d'erreur, donc de faire justement de prendre une mauvaise décision au fil du temps, et le risque lié au déclin cognitif avec le temps, puis ça peut arriver n'importe quand, là, une fois à la retraite, il y en a que ça arrive plus tôt, il y en a que ça arrive plus tard.
Le risque de longévité, les gens réalisent peut-être pas, là, mais pour donner une statistique, là, un homme de 65 ans a une chance sur 2 de se rendre jusqu'à 88 ans et une chance sur 10 de survivre jusqu'à 97 ans. Puis pour une femme, on rajoute 3 ans. Donc, quand on place ces sommes d'argent, bien, il faut qu'on s'assure qu'on ait suffisamment d'argent jusque-là. Une des façons concrètes de gérer ce risque de longévité-là, c'est d'utiliser justement le report des rentes gouvernementales. Donc, on a la chance au Québec d'attendre avant de commencer à recevoir les rentes jusqu'à 70 ans. Donc, si on est capable, avec ces rentes-là, de combler un gros pourcentage de nos revenus à la retraite, bien, on vient de diminuer ce risque de longévité-là très, très, très grandement. Au niveau de l'inflation, par exemple, bien, si on ne tient pas compte de l'inflation, bien, on perd beaucoup de notre pouvoir d'achat au fil du temps. Donc, la stratégie qu'on aime discuter avec des retraités, c'est de dire, bon, au lieu de commencer à retirer un certain montant, je vais donner un exemple, 25 000 $ par année, mais vous devriez peut-être commencer avec 20 000 $ par année, mais ce 20 000-là, l'indexer année après année en fonction de l'inflation. Donc, au total, les gens vont utiliser les mêmes épargnes, mais au lieu d'utiliser toujours 25 000 toute sa vie, ben ils vont commencer à 20 000, puis ils vont arriver plus tard, puis ça va être 30 35 000 $ parce qu'on va l'avoir inflationné. Si on veut gérer le risque d'erreur, lui, lié au déclin cognitif qui peut arriver plus tard à la retraite, il y a un produit très intéressant qui existe depuis longtemps qui s'appelle l'achat de rente viagère. Donc, on peut acheter une rente viagère auprès d'une compagnie d'assurance et donc on transfère des sommes qu'on a dans nos véhicules de placement auprès de la compagnie d'assurance et on reçoit un montant mensuellement qui est associé à une garantie. Les gens souvent vont penser que quand on transfère les sommes d'argent auprès de la compagnie d'assurance, si on meurt 2 jours après, on perd cet argent-là. Mais il y a des garanties qui existent, qui continuent à être payables aux conjoints, une période de 10 ans ou de 15 ans de garantie. Donc, il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent aux retraités. Et c'est intéressant parce que ça offre vraiment là, une paix d'esprit. Est-ce qu'il y a un ordre qu'on doit respecter dans le décaissement? Encore une fois, ça dépend vraiment de la situation des gens. Quels sont leurs besoins? Est-ce que les gens veulent voyager? Est-ce qu'ils veulent être plus tranquilles à la maison? Évidemment, l'ordre des dépenses va varier. Ce qu'on observe habituellement, les gens vont dépenser un peu plus en début de retraite, vont vouloir faire des voyages, vont vouloir gâter les enfants, ainsi de suite. Ça va souvent diminuer. Puis malheureusement, parfois, ça va augmenter plus vers la fin avec des dépenses reliées à la santé. Ça va influencer l'ordre de décaissement, mais en bout de ligne, là, c'est vraiment du cas par cas. C'est du cas par cas, bien sûr, mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Il faut voir vraiment les impacts d'une retraite, par exemple, à 60, 62, 65 ou 70 ans. Il faut que les gens voient les chiffres devant eux, puis ils vont comprendre l'avantage d'attendre. Est-ce que ça se peut qu'un client qui a 80 ans, par exemple, ait encore plus d'argent qu'il en avait lorsqu'il a 55 ans parce que les placements ont fructifié? Ben, c'est tout à fait ça. Les gens, même s'ils commencent à utiliser les sommes d'argent à 65, à 70 ans, ben la plupart d'entre eux vont avoir plus d'argent à 80 qu'ils en avaient à 55 ans. Ça, on dirait que c'est une bonne nouvelle, mais ça peut aussi créer un stress chez le client. Ben tout à fait, parce que les gens, rendus à 80 ans, je l'ai vécu moi avec mes parents, c'est sûr qu'on est un peu moins vif et comme tu viens de dire, ça peut être un peu alarmant là, pour quelqu'un qui a autant d'argent encore rendu à 80 ans, mais il y a des stratégies qui existent pour justement diminuer ça. Si je comprends bien, un conseiller qui se retrouve face à un client à la retraite doit d'abord faire preuve de beaucoup d'écoute. Complètement. Il n'y a pas de, excuse l'expression anglaise, one size fits all, là, c'est vraiment pas ça. Il y a des stratégies qui peuvent s'appliquer à beaucoup de gens, mais il faut vraiment être à l'écoute, il faut comprendre les besoins, il faut comprendre les attentes et les objectifs. Parce que souvent, là, curieusement, les gens, ce qu'on réalise, c'est que dans le fond, ils n'en utilisent pas assez de leur somme.
ils sont tellement craintifs, justement, c'est qu'ils en utilisent juste une portion de ce qui pourrait vraiment bénéficier, puis même en utilisant plus, ils pourraient atteindre leur objectif d'en laisser à leurs enfants ou pour d'autres fins. Fait que ça, le facteur stress est très important. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus important d'être accompagné puis de comprendre là, les options qui s'offrent à eux. Et maintenant, place à notre capsule express sur vos obligations avec Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF. La Chambre recommande aux conseillers de revoir annuellement les informations liées à l'obligation de bien connaître son client. Faut pas oublier que le client en décaissement est aussi généralement un client vieillissant dont la vie peut changer subitement et dont les objectifs financiers vont nécessairement continuer d'évoluer. Le conseiller doit s'assurer de la convenance de ses placements en conséquence de cette évolution-là. Cette mise à jour, elle est particulièrement importante parce que ça permet aussi de repérer plus rapidement si un client se retrouve dans une situation de vulnérabilité. Et pour ces clients qui sont vieillissants, transmettez-leur avec un soin particulier tous les renseignements. Soyez davantage à l'écoute pour vous assurer qu'ils comprennent toujours l'information transmise, qu'ils demeurent aptes à prendre des décisions financières et qu'ils ne sont pas victimes d'abus financiers. Nathalie Bachand, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuaire de formation, planificatrice financière et présidente du Conseil d'Éduc-Épargne. Quelle est votre expertise en matière de décaissement? Dans ma pratique de tous les jours, j'ai un cabinet en planification financière et je dirais qu'on fait une grosse partie de notre travail qui est dans le décaissement. Donc, évidemment, les gens vont plus nous consulter à l'aube de la retraite. Donc, le décaissement devient un enjeu très important et de plus en plus, avec la fiscalité à travers les années, c'est de plus en plus complexe. Les véhicules se multiplient, les enjeux se multiplient, les gens n'ont plus une carrière de 35 ans au même endroit avec un seul régime de retraite. Donc, on a un enjeu vraiment là, de rapatrier tout ça et de s'assurer là, qu'on va décaisser dans un ordre relativement efficace. Quel est justement cet ordre-là? Est-ce qu'il y a une recette parfaite? Malheureusement, il n'y a pas de recette parfaite. Il y a des principes qu'on essaye de respecter. Par exemple, on peut essayer de niveler le taux d'imposition dans le temps. Historiquement, on pouvait penser que je paye pas d'impôt pendant les 5 premières années de ma retraite en retirant des actifs qui sont non imposables, par exemple le CELI ou par exemple des placements non enregistrés. Mais c'est plus efficace qu'on reporte l'impôt dans le temps. Mais c'est pas très vrai avec nos tables d'imposition qui sont progressives. On a un meilleur avantage à profiter des petits taux d'imposition sur les revenus plus bas et donc d'avoir une espèce de nivellement de l'impôt. Donc, dans ce contexte-là, on va essayer d'aller générer des revenus imposables même en début de retraite. Et vous pourriez même pas me donner un ordre de décaissement? Ben oui, il y a certains véhicules que je pourrais, par exemple, les gens qui ont des véhicules immobilisés. On en a de plus en plus parce qu'on va avoir travaillé pour une entreprise, on va avoir eu un régime de retraite, on quitte l'entreprise, donc on a un compte de retraite immobilisé ou un REER immobilisé. Ces véhicules-là, par le fait même, par le nom même, sont immobilisés. Donc, il y a des contraintes au niveau de l'utilisation de ces sommes-là à la retraite. Fait que c'est certain que si j'ai un compte de retraite immobilisé et un REER, ben, je vais aller chercher mon compte de retraite immobilisé avant d'aller chercher mon REER parce que dans le CRI, je vais avoir une limite de retrait annuel. Je vais pas rester pris avec ça à la fin. C'est que si on compare des véhicules entre eux, oui, on va aller avoir un certain ordre de décaissement, mais je dirais que si on peut se générer des revenus imposables à chaque année d'un certain montant, puis ça va toujours dépendre de mon coût de vie. Combien je dépense par année? Ça va dépendre si je suis en couple. Est-ce que je peux faire du fractionnement de revenus avec mon conjoint? À quel âge je peux commencer à faire du fractionnement de revenus? Fait que j'ai pas une recette miracle, malheureusement. J'ai juste des concepts, des principes, je dirais, là. Et l'état de santé d'un client, est-ce que ça peut faire une différence, entrer en ligne de compte? Oui, ça peut faire une différence. C'est sûr que nous, on fait souvent des projections jusqu'au-dessus de 90 ans, 95 ans, parce qu'on veut s'assurer que les gens ne survivent pas à leur capital. Mais c'est certain que j'ai un client qui est rendu à son 4e cancer, ben on va aborder la situation différemment, puis on va avoir la discussion là avec le client. Au bout de la ligne, c'est le
client qui va décider. Hein. Donc, l'idée, c'est de lui exposer les différentes options, puis lui, il va y aller avec ce qu'il préfère, finalement. Est-ce qu'il y a une façon d'exposer ces différentes options aux clients sans générer une anxiété ou un stress? Parce que c'est quand même comme ça là, que peut se sentir un client lors du décaissement. La première question, c'est est-ce que j'en ai assez? Le décaissement va venir en deuxième. Mais la première question, est-ce que j'en ai assez pour rencontrer mes objectifs? À partir du moment où on a dit oui, ça va fonctionner, vous restez tant d'argent à 95 ans, on vient, je pense, de diminuer beaucoup l'anxiété. Après ça, les scénarios de dire est-ce que je suis mieux d'aller chercher ça avant ça? Je dirais aussi que ça dépend du client. Il y a des clients plus cartésiens qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de détails, je nommerai pas de profession, qui ont besoin d'avoir plus de détails pour savoir qu'est-ce qui est mieux, est-ce que ça me donne 3 $ de plus ou 4 $ de moins. Puis il y a des clients qui veulent garder ça simple. Fait que je pense qu'il faut s'adapter à son client en fonction de ça, parce qu'au bout de la ligne, les règles peuvent changer, puis on n'a pas de recette miracle qui va être certainement... Tu sais, la bonne réponse, on va la savoir quand ils vont mourir. Dans quelle situation c'est mieux d'attendre au plus tard pour toucher les rentes du gouvernement? Je dirais que dans la majorité des situations, je le prendrais peut-être à contrario, c'est quoi les situations où on devrait pas reporter nos rentes, parce que je dirais que dans la majorité, on devrait le faire. Les cas où on devrait pas reporter les rentes, c'est les cas où les gens sont à plus faible revenu et pourraient avoir droit à d'autres prestations sociales. À titre d'exemple, le supplément de revenu garanti ou récemment, le crédit pour aînés a augmenté beaucoup et a un impact là sur le décaissement pour les gens à plus faible revenu. Les gens qui sont aussi très riches, ça devient comme pas un enjeu super important, mais toute la classe moyenne entre les deux, de reporter les rentes, ça me permet d'avoir un revenu garanti, indexé, sécurisé le restant de mes jours, quitte à utiliser mes actifs avant, je peux m'en garder un peu, mais à utiliser mes actifs avant, ça me permet de réduire mon stress de gestion de portefeuille, ça me permet de me sécuriser sur le long terme. Puis au niveau successoral, on peut le regarder aussi, dépendamment des objectifs du client, mais c'est pas toujours vrai que ça va avoir un impact si négatif au niveau successoral de décaisser plus rapidement les actifs par rapport aux rentes du gouvernement. Mm-hmm. À quel âge on peut commencer à planifier ou à parler de retraite et de décaissement, en fait, avec nos clients? En fait, moi, j'aime parler d'épargne, puis j'aime parler ça dans le cycle de vie du client. C'est certain que les jeunes de 30 ans, parler de retraite et de décaissement, c'est un peu loin pour eux, mais c'est d'instaurer des habitudes d'épargne, des habitudes de saine gestion financière pour éventuellement arriver à cette étape-là qu'on peut appeler retraite, qu'on peut appeler indépendance financière. La jeune génération préfère ça, là, je pense à retraite. Donc, il faut commencer jeune, mais quand on parle vraiment de décaissement, c'est certain que si on à 5-10 ans de la retraite, on peut commencer à en parler, mais les règles changent tellement dans le temps, les programmes changent, les véhicules changent, donc c'est difficile de faire ça 30 ans d'avance, là. Pour les conseillers qui s'occupent des portefeuilles d'investissement de leurs clients, est-ce qu'il y a des stratégies pour renouveler ou diversifier la clientèle? Parce que les clients, là, ils décaissent une seule fois. C'est une bonne question. C'est certain que faut voir cette pratique-là, à mon avis, là, faut voir cette pratique-là sur le long terme. C'est certain que si je conseille à un client de décaisser ses actifs plus rapidement, oui, ça se peut que pour mon portefeuille, ça soit moins rentable. Mais je pense que si on donne un bon conseil, si le client se sent bien accompagné, si vous accompagnez vos clients correctement, ces clients-là vont vous référer. L'objectif, c'est de voir ça sur une pratique à long terme. Ils vont vous référer leurs amis, ils vont vous référer leurs enfants et ils vont être fidèles, ce qui va faire en sorte que peut-être qu'au décès, les actifs de ces clients-là pourront être transférés à leurs enfants. Si vous avez une relation avec les enfants, ça permet de renouveler cette clientèle-là là, de façon continue. Fait que je pense que de voir ça à long terme, de voir ça comme un investissement, même si on fait décaisser, par exemple, le client plus rapidement parce qu'on reporte ses rentes, je pense que c'est gagnant. Nathalie Bachand, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je me nomme Élise Marquis et je me suis entretenue avec Martin Sirène, associé principal chez Normandin Beaudry, et Nathalie Bachand, planificatrice financière et présidente du conseil d'Éduc-Épargne. Ce balado est une production de la Chambre de la sécurité financière.
Création, Coyote Audio. Captation et mixage, Underground. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur chambresf.com/balado.